Donc, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, donc le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru et aujourd'hui, je reçois Louis-Philippe Villeneuve, le cofondateur en fait de Nerd Marketing. Donc, Louis-Philippe, bonjour, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes. En fait, aujourd'hui, on va parler de repenser la traque de vente dans un concessionnaire. Donc, comment la vente d'un véhicule se passe pour un client dans un concessionnaire. On va vraiment repasser au travers de ça, puis essayer de trouver des pistes de solutions puis des améliorations dans ce processus-là. Donc, Louis-Philippe, explique-moi un peu de où tu viens, qui que t'es dans le monde automobile, pourquoi tu es ici aujourd'hui. Ben, pas pourquoi tu es ici, mais pourquoi tu es invité ici aujourd'hui? Pour résumer rapidement, depuis ma première auto, je l'ai gardée 2 semaines. J'ai tout de suite aimé la revente des véhicules. Puis, je faisais des sites web dès un jeune âge, 18-19 ans. Je faisais des sites. Tu programmais des sites? Oui. Parallèlement à ça, j'avais tout le temps une auto à vendre. Puis, fait que j'ai fait d'un monde à l'autre sans réellement comprendre où est-ce que ça me mènerait un jour. Parce que c'était 2 affaires qui étaient complètement distinctes quand on recule au début des années 2000. Ce qui m'a amené éventuellement chez Volio, vendre des sites web. Okay. Puis Lombardie, Honda, où est-ce que j'ai été directeur des véhicules d'occasion. Fait que j'ai une bonne idée d'un processus automobile. Avant de fonder l'agence. Maintenant, on dessert 85 clients automobiles au Québec. Puis on a fondé Nerd Auto, qui se trouve à être une plateforme automobile de sites web. OK. Dû à certaines lacunes qu'on voyait dans les plateformes existantes. Fait que tu voyais qu'est-ce qui marchait pas un peu ou qu'est-ce qui t'accrochait comme gestionnaire dans le temps, puis tu te dis, tant qu'à essayer de jongler avec qu'est-ce qui existe, m'en créer un, puis à mon goût. Exactement. Puis ce qui nous ramène au sujet d'aujourd'hui, là, de redéfinir la traque de vente, parce qu'on est tous conscients qu'il y a des choses qui se passent en ligne avant, mais c'est pas utilisé quand tu arrives. Quand un client rentre d'un rabais mystère, comment tu le traites? Mm-hmm. Fait que, est-ce que c'est même ressoulevé dans la discussion qui a fait un coupon sur un rabais mystère? Fait que ça, effectivement. On pourrait rentrer un peu plus dans ces détails. Mais c'est vrai que, parce que la track classique que moi je connais, puis celle que je connais, je pense est relativement bonne, mais je sais qu'il en existe des vraiment pires aussi pour avoir visité beaucoup de concessionnaires. Mais tu sais, le client rentre, se fait accueillir en général par la réceptionniste. Bonjour, vous venez pour voir quoi, un véhicule neuf ou use? Puis après ça, on dirige vers un représentant neuf ou use. Puis là, la personne va dire, OK, tu check quoi? Va faire une petite qualification, donc va prendre tes informations, va te montrer le véhicule, faire un test drive, te sortir des prix, puis après ça, essayer de closer le deal. Puis après ça, on s'en va au financement. Ça, c'est vraiment classique. Puis la plus grosse lacune que je vois, puis si, tu sais, la chose que je voudrais partager puis qui soit retenue par les concessionnaires, c'est au début, quand on rencontre le client lors d'après-qualification, de s'assurer de voir où il en était dans son processus en ligne. C'est une question qui n'est pas posée. Vous venez voir un neuf, une occasion. OK, un neuf, avez-vous déjà commencé en ligne? Oui, OK, je vais juste prendre votre nom, je vais m'assurer qu'on vous traite de la bonne façon. Comme ça, on est capable, au moment qu'on va chercher un vendeur également, de sortir ces données. On a accès aux données des gens qui ont commencé un processus en ligne, puis sont très souvent négligés. Puis les données, habituellement, sont recueillies dans quoi? Dans le CRM. Dans un CRM. Oui, puis tu sais, les CRM qu'on a au Québec font vraiment la job. On a vraiment des belles données à l'intérieur de ça. Puis un CRM, ça peut être trouvé, j'imagine, dans tous les systèmes ou les sites, les providers de sites web, ce genre d'affaires-là. Oui, ben principalement, ce qu'on a au Québec, c'est ActiveX, D2C et SM360 qui ont des bons CRM assez complets pour l'automobile. Puis ils ont chacun, je crois, certaines forces qui pourraient être surexploitées aussi avec les concessionnaires. Parce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a une cassure vraiment entre le web et la présence en magasin, en showroom. Les informations sont perdues entre les deux. Là. Ils suivent pas. La personne va avoir fait une demande de rabais mystère sur un Civic en particulier. Après ça, va avoir fait une demande d'évaluation de son véhicule. Quand le formulaire d'évaluation il est transmis au directeur d'occasion, très peu vont dire qu'il a déjà rempli un formulaire en ligne. Fait que ça se peut que tu te battes contre ton propre prix que tu as déjà donné.
Fait que, on a vraiment une grosse différence de ce côté-là. Si on sait que la personne, c'est personnalisé, on a des configurateurs, on a des build and price, ou même il y en a certains qui ont des paniers d'achat complètement avec le système de transaction complet. Est-ce que quand le client il est arrivé, on le sait? On a des beaux systèmes qui sont quand même complets. Le SM en a un, Moto Insight en a, il y en a plusieurs qui en ont. Bon, ben quand on rouvre, on devrait ouvrir ce dossier-là, c'est voir le client, il en est rendu où, vraiment, avant d'aller lui parler. Je comprends, on veut l'accueillir, mais on se doit de le traiter. Je pense que le meilleur exemple, quand tu arrives à l'aéroport, dans le temps qu'on voyageait, tu arrives juste avec ta carte de crédit, ils savent tout. Ils savent ton banc, ton nom, ils savent exactement tout ce qui s'en vient. Tu n'as pas besoin d'expliquer à la commis qui est là en train de prendre tes valises qui que t'es. Ils savent. Mais on a rempli 4 formulaires sur un site web avant de se présenter en concession. Pourquoi qu'on a besoin de redonner notre information? Cette information-là existe, est là quelque part, mais n'est pas utilisée dans la traque de vente. Ça fait effectivement aucun sens. Même, effectivement. Mais mettons, cette information-là, en général, est utilisée par qui? Va être utilisée, j'imagine, par souvent des agents de BDC s'il y en a un à l'interne. Souvent, c'est ça qu'eux utilisent, le CRM. Exact. Ce que j'ai appris dans le dernier podcast sur les BDC. Mais comment cette information-là peut être transmise aux représentants? En général, est-ce qu'un représentant a accès au CRM? Un représentant est supposé d'avoir accès parce qu'il devrait rajouter des notes sur la visite. Si tu veux que ce soit lui qui fasse l'appel de be-back ou que ce soit un agent BDC ou quelqu'un, il faut qu'il ait mis des notes sur la rencontre qu'il y a eu. Ça aussi, faut qu'il y ait un moment suite à la rencontre ou quelque part qu'ils prennent le temps, pas de se repitcher en ligne pour accueillir le prochain, mais d'aller noter puis aller mettre plus d'informations pour qu'on soit en mesure de tout l'utiliser par la suite. Mais knowledge is power, là. C'est une phrase qui dit tout. Là. Plus tu as d'informations, plus que tu as de chances de closer. Combien de fois comme représentant, puis s'il y a des représentants qui écoutent vont se reconnaître, là, que tu as essayé de closer un deal, tu arrives à la fin, tu montes les prix, puis tu dis non. Je l'ai monté sur Internet, puis c'est bien moins cher que ça. Il n'est pas 257, il est genre 222 sur Internet. Comment ça, tu me le vends 257? OK, attends, je vais aller voir ce qui s'est passé. On s'est peut-être trompé. Tu te fais tout le temps pogner les culottes baissées. Si tu le sais qu'il est allé visiter puis que tu as un moyen de savoir qu'il a visité ton site et qu'il a monté un véhicule, exactement celle-là, tu devrais au moins avoir l'information pour te dire, OK, je me ferai pas blindsider. Je vais l'anticiper. Là. Exactement. Puis un des aussi, vous magasinez en ligne, on le sait. Là, tu vois un Think Auto de Kijiji ou n'importe quelle conférence automobile, puis ils vont... C'est toujours que 85% des clients ont magasiné en ligne avant. On le sait. Donc, c'est où que tu as magasiné? Site manufacturier, par exemple, souvent n'inclut pas les taxes. Fait que la personne a un prix en tête, mais il ne sait pas qu'il n'a pas calculé les taxes. Fait que s'il te le dit qu'il est allé sur le site du manufacturier magasiné, ben tout de suite, quand tu lui présentes l'offre, présente-la en conséquence que ce qu'il a bâti n'avait pas les taxes, puis tu peux lui mentionner. Écoutez, moi, voici le prix. Normalement, je présente avec les taxes, mais vous êtes allé sur le site manufacturier avant. Ça me surprendrait que vous ayez coché la petite boîte cachée en bas. Si vous la cochez, voici le prix que vous auriez vu. J'arrive à ce prix-là. Puis là, on travaille l'échange, on travaille d'autres choses. Fait que, tu sais, ça, c'est des belles façons de ne pas arriver en confrontation avec les clients parce qu'il y a trop de confrontation. Les outils d'évaluation aussi, ça en fait partie de la confrontation. Je suis allé sur Black Book, ça me donnait temps. Oui, mais le Black Book, la réponse classique, c'est le Black Book ne te fait pas de chèque. OK, mais autre que ça, réussis à démontrer le pourquoi. Il y a une raison que tu n'arrives pas au même prix que le Black Book. Puis si tu sais qu'il est allé sur le Black Book avant, quand tu prépares ton évaluation, il faut que tu la présentes. Quand tu présentes ton évaluation, tu la présentes en conséquence. Vous avez vu ça sur le Black Book, tu le ramènes à l'information qu'il t'a dit. Fait que c'est bien de savoir qu'il y a une famille puis qu'il y a différentes choses puis qu'on essaye de le retenir. Mais autre que ça, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu peux déjà partir avec une base qui fait du sens. Puis cette information-là est disponible pour tous en ce moment. Mettons, n'importe qui a un CRM pourrait savoir cette information-là sur ses clients qui rentrent... Dépendamment du CRM. Mais de base, dans l'ensemble des CRM, on va quand même retrouver des informations s'il a fait un lead sur quel véhicule.
Fait que si on le sait qu'il a utilisé un outil de construction de véhicule, il s'est bâti un modèle, il s'est bâti un Ford Escape, quand il arrive, pourquoi que il dit qu'il veut un VUS, mais si tu sais que c'est un Escape, tu n'as pas besoin de lui montrer l'Explorer. Tu pars avec le produit qui t'a dit que le système sur lequel il a fait une demande. Fait que, puis même, ça s'adresse. Vous avez configuré un Escape. Est-ce que c'est votre choix final? Oui, non, je suis pas sûr, j'hésite peut-être avec d'autres choses. OK, avez-vous considéré, quand vous avez construit votre Escape, que vous semblez avoir 4 enfants, là, ça rentrera pas. Tu sais, là, tu peux voir si c'est réellement le besoin du client, parce qu'il faut pas l'oublier, ça. C'est pas parce que la personne a magasiné en ligne que le devoir du conseiller de bien aiguiller son client est tombé à l'eau. Alors, effectivement. Fait que tu me dis que, tu sais, on ramène à autre chose, parce que, tu sais, on est dans l'automobile à tous les jours, mais tu ramènes à autre chose. Tu me dis, tu veux aller à Cuba, je vais te poser des questions de pourquoi. Si tu aimes bien manger, peut-être je vais te suggérer d'aller voir ailleurs. Tu sais, puis j'aime comparer, mettons, à l'agence de voyage, à des électros, à des choses comme ça, parce que c'est des gros achats qu'on fait. Puis l'automobile, ben on est dedans tous les jours. On oublie c'est quoi acheter un auto. On oublie c'est quoi les questions que les gens peuvent avoir en tête. Effectivement. Puis est-ce que le site, mettons, quelqu'un qui est allé sur un site pour builder un véhicule, mais qui n'est pas rempli de formulaires, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est cette personne-là? Est-ce que le CRM est capable, avec l'adresse IP, de déterminer c'est qui? Ça, à ce moment-là, le CRM ne pourra pas nous aider. Ça, je pense que c'est une loi canadienne qu'on a qui protège l'identité des visiteurs. Parce que ailleurs, j'ai vu des pratiques qui se font qu'on est capable de savoir que c'est toi, même si tu n'as pas rempli de lead. Mais c'est pas disponible au Canada. Fait que à ce moment-là, ben, c'est au moins d'ouvrir la discussion avec le client. Écoutez, je suis là pour vous conseiller le mieux possible. Donnez-moi l'information que vous avez recueillie jusqu'à maintenant. Tu sais, souvent, ils ont leur petite note, puis ils ont leur petit screenshot, puis ils ont plein d'informations qu'ils ne nous partagent pas. Donnez-moi l'information que vous avez recueillie, puis je vais m'assurer que c'était la bonne idée, ce que vous avez sorti. Puis dans le processus, mettons, le client arrive en concession, se présente. Première chose, premier point de contact, évidemment, c'est la réceptionniste. Comment tu le ferais à partir de là? La réceptionniste, cette partie-là que tu me parles, on l'intègre où? Est-ce que c'est le représentant direct qui aurait ça ou est-ce que... comment tu le ferais, toi, idéalement, mettons, le scénario? Puis c'est sûr que c'est pas applicable dans tous les concessionnaires et toutes les façons de faire de tout le monde, là, mais une track idéale, tu la verrais comment? Ben, je pense que la question doit être posée à la réceptionniste directement au moment de l'arrivée. Qu'est-ce que vous regardez? La réceptionniste, souvent, c'est une question pour on aiguille. On pourrait en poser 2 ou 3. Puis sincèrement, le principe est quand même bien, plus que j'y pense, plus que tu m'en parles, parce que je pense que la réceptionniste est une des seules dans le concessionnaire qui est pas mal vue, entre guillemets. Tu sais, que les gens... les gens se sentent pas oppressés, ils n'ont pas d'attente négative envers la réceptionniste ou le réceptionniste. Là. Donc, effectivement, c'est peut-être un bon moyen d'aller chercher de l'information que ton représentant ou le directeur sera peut-être pas capable d'aller chercher parce que, en général, les gens arrivent un peu de reculons. Fait ils voudront pas partager trop d'informations, mais si tu les prends sur le fait, en rentrant, « Salut, comment ça va? Oui, venez voir un véhicule. Avez-vous déjà commencé votre magasinage en ligne? Ah oui, OK, donc vous avez bâti un véhicule en ligne. Qu'est-ce que vous regardez? » Faire une genre de pré-qualification avant la qualification. Pendant ce temps, elle peut même sortir son profil dans le CRM puis le faire suivre au conseiller qu'il va rencontrer. Il devrait, quand il s'assied à son bureau, déjà avoir un lien quelconque qui fonctionne par courriel ou avec un système de messagerie interne. Il faut qu'il clique dessus puis qu'il arrive à la bonne page puis qu'elle a eu le temps d'y trouver pendant qu'il marche avec pour se rendre dans son bureau. Fait que, mais il faudrait qu'il donne ces informations à la réceptionniste dans ce cas-là. Il faudrait qu'il dise, je m'appelle un tel. Vous avez déjà fait une demande Internet? Oui, OK, quel est votre nom? C'est des infos qu'on se fait demander dans d'autres domaines par la réceptionniste. Je ramène à l'hôtellerie encore ou des choses comme ça, mais quand tu arrives, ils te demandent ton nom. Fait que, on sort le nom, c'est pas mal de donner notre nom. Puis là, à ce moment-là, on l'aiguille. Puis en passant, vous avez fait une demande Internet, merveilleux, j'ai votre nom, mais j'ai pas votre téléphone. Comme tu disais, elle n'est pas vue comme une menace à ce moment-là. Fait elle va le fournir son numéro après, c'est plus facile à rappeler si on a les informations complètes. Puis on sait qu'un numéro, ça change tout là, sur un lead. Là. C'est do or die, là, un numéro. Effectivement.
Mais non, c'est une excellente idée, je trouve. Puis là, encore là, tu es rendu là, est-ce que c'est applicable? Oui, je pense que c'est faisable. Il y a évidemment beaucoup de modifications à faire probablement, mais c'est vraiment une bonne façon de le moduler, je trouve, de commencer avec la réceptionniste, d'essayer d'aller chercher plus d'informations, tandis qu'on tend un peu pas sous-utiliser une réceptionniste ou un réceptionniste, mais un peu, tu sais, ça va plus être des tâches, répondre au téléphone, des trucs plus ordinateur et compagnie, mais elle pourrait clairement jouer un rôle clé dans le processus de vente du concessionnaire. Là. Tu pousser ça une coche plus loin pendant que le conseiller arrive pour lui demander comment vous avez entendu parler de nous, qui est une information que moi, au marketing, je me meurs d'avoir. J'aimerais ça savoir, avoir cette bonne information-là. C'est vrai que tu as fait un lead Internet. OK, mais comment réellement t'as entendu tu t'es rendu au lead Internet? Si on fait un lead. Fait que ça, c'est toujours de l'information qu'on aimerait avoir, mais que très rarement recueillie. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Fait que le client rentre, la réceptionniste fait une préqualification, en fait, qu'on appellerait, qui va prendre le numéro de téléphone un peu comme dans une vente privée, ils le font. Dans une vente privée, ils le font. Ben ouais, tu t'assis, puis tu redonnes tes infos, puis OK, on va essayer de t'avoir le meilleur offre. Ils te pré-craignent le client. Ils vont jaser un petit peu avec. Bon, mais sans aller aussi loin, il y a une petite partie qu'on est capable de faire, non, vraiment. Clairement. OK, va chercher un peu d'infos, puis ensuite, l'étape d'après, ce serait de trouver une façon de lier, OK, mettons, on n'a pas d'infos, bon, ben, OK, pas d'infos. À ce moment-là, on discute avec le client, on essaie de savoir, au moins pour aiguiller notre track. Mais s'il y a de l'info, OK, boum, envoie l'info au prochain représentant ou imprime-les, broche-les quelque part pour J'essaie d'aller sans papier le plus possible dans l'univers qu'on est aujourd'hui, mais c'est sûr qu'ils sont capables d'envoyer le lien de la fiche CRM parce qu'on va vouloir qu'ils remplissent et qu'ils continuent à la meubler de toute façon. Okay. Après ça, quand il y a une intervention des desks, qui sont aussi appelés des closers, là, les personnes qui rentrent dans la transaction, des directeurs des ventes, des fois, tu as 6 directeurs dans la même concession, fait qu'on va appeler ça. Des fois, il y a plus de directeurs que de représentants. À ce moment-là, lui aussi se doit d'aller voir l'information. Je parlais de rabais mystère où on a un paquet d'appels à l'action un peu bidon, puis un petit peu ridiculisé par d'autres industries quand ils regardent l'automobile, avec les choses qu'on a, mais hey, vous avez, by the way, vous avez rempli ça. J'ai souvent eu les commentaires des clients. Ah, le gars m'arrive après qu'il a gratté un coupon ou que la transaction était faite. Ouais, mais pourquoi t'en as pas parlé pendant la transaction? T'as attendu qu'elle soit finie pour qu'il te la sorte. On a vu que vous aviez gratté un coupon. Félicitations! Quand il descend, il arrive avec son offre déjà. J'ai rarement vu un directeur qui rentrait dans une transaction qui disait hey, « Bonne nouvelle! » Vous avez gratté le bon coupon. On demande aux agents BDC de s'en servir, comme quoi que le coupon qu'ils ont rempli, c'était le plus extraordinaire au monde. Là, il arrive, il est assis là, on le mettra pas de côté, le coupon. Il faut l'adresser. Parce que sinon, on se fait tout le temps, tu vas te faire blindsider avec. Puis c'est là que des deals deviennent shaky. C'est quand tu n'as pas l'information puis que tu te fais arriver avec des exact. Des affaires ouais, mais je t'avais déjà tout donné. Ouais, mais là, j'en ai un coupon. Ouais, c'est ça. On y enlève la crédibilité. Les concessionnaires, c'est eux qui enlèvent la crédibilité aux outils qu'ils ont eux-mêmes sur le site. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Effectivement, fait que la personne rentre préqualifiée, ensuite passe la POC au représentant qui est qualifié pour faire le deal, puis ferait la track classique, donc va présenter le véhicule, après avoir fait une qualification, présenter le véhicule, test drive et compagnie. On revient après ça au closing, mais là, au closing, tu as moyen d'utiliser cette information-là qui est souvent peu utilisée, comme tu dis, qui devrait être pris en considération. T'as-tu rempli un coupon, t'as-tu déjà buildé un char et compagnie pour t'en servir, pour pas que le représentant ou le desk se fasse... Puis dépendamment des systèmes, même le desk, pendant ce temps-là, un coup qu'il sait qu'il est ouvert sur la même personne, rien de le travailler, va mettre ton numéro d'offre dedans. Tu sais que si tu as à rouvrir ton offre que tu as faite au client, c'était quoi? T'étais où? C'était quel deal? Là? Tu vas être sûr de rouvrir la même transaction s'il revient samedi puis c'est quelqu'un d'autre qui travaille. Ah, puis c'est vrai, là, je me souviens, j'avais des feuilles de calife, là, genre avec, en arrière, là, OK, hey, c'est monsieur Gingras, il est revenu. Hey, là, tu fouillais dans tes feuilles, là, genre, qu'est-ce qu'on y avait fait comme prix? Hey, pourtant, tu l'as, là, t'as l'outil probablement à portée de main, mais genre, tu l'utilises pas, tu l'utilises juste pas. Exactement. Il y en a qui font quand même bon travail. Puis si on regarde les sites, mettons les sites de D2C, tu as l'historique de navigation du client, même sur les autres sites du réseau de D2C.
Fait que si moi, je suis un Auto dealer Man, Honda, j'ai quelqu'un sur un CR-V, mais que mon client qui a fait un lead est également allé sur un site Kia, Mais de du réseau de D2C, je vais savoir l'historique qu'il a fait sans savoir c'est quelle concession. Ah ouais. OK? Ça, c'est très Wow. sharp comme information Ouais, et très, ça, c'est hot. très sous-utilisé. Eh oui, Quand t'as aïe, aïe. ça, t'es au desk, t'es en train de rentrer, ou le rep lui-même, parle-en de Sorrento, tu sais qu'il est allé le voir. Pourquoi tu l'évites? Tu sais, hey, nous, on a telle option de plus, on a tel avantage de plus que les autres, tels que le Sorrento. Tu sais, glisse-les. Utilise-la, l'information que t'as. Ah ouais, sans dénigrer, évidemment, là, parce que c'est pas une façon de vendre, mais de l'utiliser d'une bonne façon. À ton avantage, là. Ah ouais, écoute, je sais que vous êtes... est-ce que vous êtes allé voir là, Kia Sorrento? S'il dit non, OK, ouais, c'est parce que c'est un comparable, tu sais, tu peux juste naviguer avec ça, même si les clients essayent, parce qu'on s'entend, là, il y a beaucoup de clients qui sont, ils disent que c'est les vendeurs qui sont les menteurs, mais souvent les clients sont assez forts, ces petits mensonges, là. Effectivement. Mais, bien, on les comprend, tu sais, c'est pas négatif dans le sens qu'ils arrivent de reculons, puis ils ont l'impression que l'industrie est pas sharp. Puis à quel point qu'ils arrivent de reculons? Est-ce que c'est une mentalité qu'on se dit? T'sais, on le sait que, bon, il y a certains manques, mais par contre, ils sont excités de s'acheter une nouvelle bebelle. Fait que rendons ça le fun. C'est ça qui est triste. C'est le problème, c'est qu'on arrive tellement en confrontation avec notre client qu'on enlève tout le fun dans une transaction qui devrait être plaisante. Tu es en train de t'acheter émotivement. L'automobile, c'est émotif. Là. Sinon, il n'y aurait pas aucun véhicule de luxe qui se vendrait. Zéro. Fait que faut qu'il y ait du plaisir. Fait que ça, c'est important de ne pas l'oublier. Le client, si tu vois qu'il te fait des cachettes, essaie de creuser pour les faire sortir. Comme ça, tu vois, regarde, l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble à identifier ton meilleur besoin. J'ai besoin que tu me parles. Tu sais, monsieur le client, élaborez-moi vos besoins réels, ce que vous avez déjà magasiné, ce que vous comparez, ce que je vais être en mesure, vous allez comparer contre la compétition, je vais être en mesure de vous dire pourquoi que je crois que mon produit est mieux. Après ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins, dites-moi contre quoi qu'on se bat. Ou contre qui qu'on se bat, si c'est un compétiteur étant de la même marque. Ouais. Puis c'est de l'information que en général un bon vendeur va être capable d'aller soutirer tranquillement en jasant avec la personne, puis en faisant une bonne qualification, puis en essayant de creuser justement. Mais c'est impensable dans ma tête, puis moi qui est en technologie, puis aussi que cette information-là peut-être existe quelque part en dessous de ton clavier, puis que tu n'y as pas accès ou que tu l'utilises pas. Puis ça, puis moi-même, quand j'étais dans l'automobile, puis peut-être que les CRM étaient peut-être moins populaires aussi, là, c'est peut-être moins avancé que celui-là aujourd'hui, mais avoir eu cette information-là, si j'aurais trippé, là, ça change la game complètement. Là. C'est vraiment... Si on veut pousser la note de différencier la track une coche plus loin, si on repart de la réceptionniste quand elle vous demande qu'est-ce que tu as déjà vu, je crois que le switch directement vers des spécialistes en produits, c'est des choses qui ont été déjà soulevées dans le passé, dans l'expérience, au lieu d'aller rencontrer un consultant ou un représentant, appelé comme tu veux, un vendeur en bon français, de l'envoyer vers un spécialiste en produits. Spécialiste en produits, plus comme quand tu vas chez Apple, ou est-ce que tu as quelqu'un qui a un T-shirt, mais qui connaît son produit par cœur. Tu es un geek de ce qu'il fait. Là. Bon, je pense que la réceptionniste, pour qu'il y ait une migration graduelle vers le spécialiste en produits, le réceptionniste pourrait demander, est-ce que vous aimeriez rencontrer un spécialiste en produits ou un représentant? Parce que représentant serait, t'es prêt à faire une transaction. Tu sais, quand tu dis, t'es prêt à faire la transaction, t'es-tu prêt à t'asseoir ou tu veux plus en découvrir sur mon produit? Tu sais, avant, il y avait la run de brochure que le client faisait avant d'aller acheter, il se promenait, il allait faire un tour, ramasser des brochures. Il y a encore des gens qui, pour eux, aller trouver toute leur information sur Internet, c'est lourd. Puis, à un moment donné, juste lire des fichiers techniques ou de trouver des essais routiers en anglais, des choses, tu sais pas si tu peux être biaisé dans le résultat. Tu as le goût d'aller le voir puis de te le faire expliquer, le produit. Bon, ben à ce moment-là, peut-être tu aurais plus envie de parler à un spécialiste en produit qu'un représentant qui est là pour faire une transaction. Le fait d'enlever la crainte que tu parlais tantôt des représentants, ben là, si je te dis, je vais t'envoyer voir un spécialiste en produit, fait que je peux magasiner comme sans pression. Après, sûr, on le fait rencontrer un desk. Tu sais, on n'échappera pas la personne, mais de vivre une expérience où est-ce qu'on te présente le produit comme on le fait à la livraison. On t'assoit dans l'auto, on te fait faire un essai routier, connecte le Bluetooth, appelle ta femme, regarde comment elle va bien, le Bluetooth là-dessus. Pas la femme, là.
Non, pas ta femme quand elle va bien, le Bluetooth. Fait que ça aussi peut amener à défaire un éventuel... non, quand il va dire, ouais, il faut que j'en parle à ma femme. Ouais, mais tu as déjà parlé que tu es en train de magasiner puis que c'était vraiment hot. OK. Tu sais, de vivre cette expérience-là puis de présenter le produit, le présentement, souvent, les technologies puis les petits features spéciaux qui font de cette auto-là une auto que le manufacturier a investi dans ces gadgets-là sont introduits lors de la livraison. Personne n'a déjà acheté. Si c'est fait juste lors de la livraison, là, c'est... La traque de vente a été mal faite, là, tant qu'à moi. Là. Malheureusement, quelqu'un qui connaît vraiment bien son produit, tu t'en parles à des directeurs ou des propriétaires là, par ta business, mais demande-leur à quel point que leurs représentants connaissent bien leurs produits. Mais je suis totalement d'accord avec toi que le principe, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui présente un produit et quelqu'un qui vend le produit, c'est deux choses complètement séparées. Et malheureusement, c'est très rare que quelqu'un va avoir les deux. Puis, de mon expérience à moi, par exemple, où je travaillais dans le temps, on avait un Top Gun. Le gars, il gagnait tous les concours de présentation. Il y a des concours là, nationaux de présentation de produits dans chacun des brands. Il gagnait ce concours-là. Le gars, il était incroyable pour faire des walk-arounds. Fou raide. Mais il était quand même bon en closing aussi. Le gars était overall super bon, mais t'avais des gars qui avaient de la misère avec cette partie-là, mais c'était des top closers, tu sais. Puis t'en avais que c'était le contraire, tu sais. Fait que de séparer les deux, je pense que c'est une excellente idée parce que tu peux vraiment avoir des gens que tu dis, OK, bon, mais toi, tu présentes le produit puis tu te concentres là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup là, que je connaissais puis que je connais encore, que présenter le produit, sont à l'aise, sont bons avec le client, mais après ça, quand ils s'assisent devant un client, puis le confronter avec des chiffres, des ci, des ça, puis se faire négocier, se faire rentrer dedans, je trouve ça pas mal moins le fun, puis c'est là qu'ils perdent la valeur, si tu veux, un peu comme représentant, parce que là, c'est beau, tu fais des beaux walk-around, pas capable de closer. Ah ouais, mais c'est peut-être qu'il est peut-être juste pas assis de la bonne façon, ou la structure, le processus est peut-être pas fait de la bonne façon. Dans les grosses boîtes, tu as un desk manager qui est là pour ça. Okay. Si tu engages des closers, pourquoi que tu as besoin que tes vendeurs le soient aussi? Fait que c'est là que j'aimerais voir une meilleure connaissance de produit puis une meilleure présentation. Parce que dans le fond, là, tu l'as vu en ligne, tu as trouvé tes infos. Ce que tu veux réellement, là, c'est de te le faire vendre. C'est pour ça que tu vas au dealer puis tu demandes de l'information sur le véhicule. Parce qu'en théorie, tu as déjà choisi. Tu as déjà choisi la concession aussi. Oui, effectivement. Fait que faut vraiment que, malheureusement, pour ne pas réussir à vendre, faut pratiquement manquer notre coup. Puis c'est malheureusement 50% des walk-ins qui sont pas closés. Ça me fait penser un peu ton idée là, de la nouvelle track ou de la nouvelle façon de fonctionner avec un client. Ça me fait penser à... c'est le directeur général, je pense, chez Silverstar qui m'a parlé de ça, qui allait implanter cette façon de faire-là. Puis là, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait, puis si ça a fonctionné ou pas. Mais je trouvais l'idée vraiment, vraiment sharp. C'est que leur principe était en fait d'avoir une personne qui vend. Donc, tu prends... Parce que, mettons, sur eux autres, ils étaient, je sais pas, prends par exemple 15 vendeurs. Mais sur tes 15 vendeurs, tu en as probablement 5 qui sont excellents. Puis tu en as 10, tu en as peut-être 5 qui sont corrects, puis 5 qui sont pas très bons. Fait que ils ont pris, mettons, 5 sur 15 personnes, ils ont pris 5 vendeurs, les Top Gun, puis eux deviennent seulement la relation transaction. Fait qu'eux autres, ils font tout ce qu'ils font, là, c'est gérer le deal, puis ces affaires-là. Puis eux, chacune de ces personnes-là ont 2 personnes. Donc, une personne qui va s'occuper de faire la présentation de produits. Et l'autre personne va s'occuper d'aller faire le test drive, puis tout ça, aller chercher le véhicule, être sûr que le véhicule soit chaud quand il arrive en hiver, qu'il soit déneigé, qu'il soit bien fait, c'est la bonne couleur, c'est le bon modèle, c'est tout. Lui va s'occuper de faire le test drive, puis l'autre va s'occuper de présenter le produit en concession, puis faire vraiment un walk-around avec. Puis après ça, le client revient, mais il gère tout le temps avec une personne, mais il dit, OK, là, vous allez voir, mettons, Gilbert. Gilbert va vous présenter le produit. Ensuite, vous allez revenir, on va se reparler un peu, voir si vous avez aimé ça. Vous allez aller en test drive avec un tel, puis après ça, c'est l'autre. Ils reviennent tout le temps à la même personne qui est la personne qui close des deals, puis qui est habituée de faire ça, puis qui est bon dans ça. Puis je trouvais le principe vraiment, vraiment sharp. T'sais. Puis ce qui faisait que, je sais que tu m'en as déjà parlé aussi un peu, que tu peux avoir des personnes qui ne sont pas payées à commission. Ta job, c'est de présenter des produits.
Puis quand la personne veut parler d'une transaction, écoutez, moi, ce que je connais, c'est le prix que vous avez sûrement déjà vu sur le site du manufacturier. Exact. Fait que on peut en parler, mais je vais vous emmener au détail. Quand vous serez prête à acheter, je vais vous présenter quelqu'un qui va vous aider là-dedans. Ouais, exact. Fait que c'est là que tu vas chercher ton desk. Puis écoutez, j'ai un directeur des ventes pour ça. Moi, je suis juste disponible à vous donner le prix que vous avez vu sur le site manufacturier. Exact. Puis au pire, tu ne sais même pas le prix. Moi, je suis là pour vous présenter le produit. Ouais. Moi, je suis là pour vous faire l'essai routier. C'est tout. Tu sais, tu t'en détaches. Fait que l'expérience est plus le fun aussi pour chacune des parties. Puis tu es sûr que justement, t'as moins de frustration. Le gars, t'en essaie. Ouais, mais là, tu vas-tu me faire un bon prix? Écoute, c'est même pas de mon ressort. Mais si je voudrais, je suis convaincu qu'ils vont vous faire un bon prix. Vous en parlerez avec Dominique. Ouais. C'est lui qui s'occupe de votre transaction. Tu sais. Moi, je trouve le principe vraiment, vraiment hot là, de pouvoir être capable de se détacher. Puis chaque personne a sa job précise parce que justement, c'est dur d'être bon dans toutes ces sphères-là. Là. Puis ce qui va être dur là-dedans, puis ça va être un challenge, puis on le vit déjà, mais c'est de réussir à développer le sentiment d'appartenance. Parce que le fait que présentement, on interagit avec énormément de gens dans une concession. Fait que, tu sais, dans le revoir le processus, sur le long terme, il va falloir trouver puis améliorer le nombre de gens à qui qu'on parle aussi. Ouais, Avec, tu parles à la réceptionniste, au conseiller, au desk, après ça, tu rencontres un FNI puis tu fais livrer par quelqu'un d'autre qui va te présenter du monde au service. Wow, OK, vous avez une belle équipe, là, mais après ça, je rappelle qui, pourquoi. Ouais. Fait que... Ouais, puis combien de fois des représentants se font appeler pour le Bluetooth est déconnecté. Exactement. C'est pas grave, mais ça devrait pas, théoriquement, tu sais, ou si... Ben, s'il s'il le fait, tant mieux. Puis je crois qu'il devrait le gérer. Au Comme complet. ça, profitez-en un temps. Puis êtes-vous satisfait de votre auto? Ouais, à part ça, le Bluetooth que je comprends pas encore. Mais regarde, je vais t'aider là, dans ton Bluetooth aujourd'hui. Mais d'ailleurs, t'as-tu quelqu'un qui en chercherait un bon deal comme que t'as eu? Ouais. Aller chercher plus loin. Tant qu'à avoir effectivement. un client qui te rappelle, faut arrêter de voir les clients comme des pertes de temps. Là. T'as un client qui te rappelle à qui t'as déjà vendu, t'as peut-être une autre opportunité. Ça veut pas dire que offre-lui un bon service toujours. Ouais. Je me souviens d'une fois, j'ai vendu à quelqu'un une fille qui est venue, j'ai vendu un véhicule. Finalement, sa mère est venue vérifier la transaction avant qu'elle signe finale. Pendant qu'elle vérifiait la transaction, j'ai vendu un char à sa femme, à sa mère. Puis quand j'ai vendu, là, tu sais, ça s'est étiré, évidemment. Là. On se faisait un bout qu'on était dans le bureau parce que là, par une autre transaction, une autre boîte, toute la patente, pendant que l'autre était au FNR, je suis en train de closer sa mère. Là, entre-temps, son chum à la petite fille il est venu parce qu'il est venu checker, voir la transaction de sa blonde. Hey, ma blonde s'est acheté un nouveau char. Il est passé avec quand même un gros truck. Puis finalement, j'ai vendu un truck à son chum en même temps, dans le même. Tu sais jamais, mais tu sais quand tu parles aux gens, justement, quand tu t'intéresses à leur vie, quand tu pousses un peu plus loin, les gens, ils veulent partager là, quand ils sont contents d'une transaction. Là. Exactement. Fait que ça, c'est important d'aller chercher cette information-là aussi. Là. Ouais. En tout cas, fait que c'est un bon coup, ça, c'était le fun. Puis le père, il avait déjà acheté un truck là aussi, fait que c'était bien cher. Une belle tournée, un beau tour de chapeau. Ouais. Là. Mais ouais, tu parlais de FNI. Toi, tu ferais le FNI avec... Tu t'enlèverais le FNI ou tu le mettrais... Comment tu le mettrais là-dedans? Où tu verrais combien de personnes dans ce processus-là? Mettons, idéalement, de ton scénario, idéal, là, qui est peut-être pas faisable dans un concessionnaire en ce moment live, là, pour quelqu'un qui écoute, mais idéal, un scénario utopique, là, tu dis qu'on part from scratch. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, si on se base sur l'expérience client et non la profitabilité en concession. Tu sais, après ça, c'est de trouver un juste milieu entre les deux. Mais la meilleure expérience client serait vraiment le spécialiste en produit qui, après, quand tu essaies de parler de prix, au lieu de te présenter à un desk, la personne, le directeur financier ou peu importe, soit celle qui englobe tout ce qui est financier. Là, tu parles de chiffres avec un, tu négocies avec un, puis après ça, tu te rassis dans un bureau pour renégocier. Déjà, l'expérience tombe trop longue. Une heure, là, c'est à peu près le temps qu'on est encore concentré. Ouais. Fait que... d'accord. Après une heure, que là, tu as juste passé à prendre le produit, c'est là que tu t'en vas négocier. Mais tu es déjà fatigué, tanné d'être là, là. Tu sais que tu as les enfants à aller chercher, tu sais qu'il y a telle affaire, ton téléphone sonne, ça fait déjà 40 minutes dans tes poches, puis tu l'as pas pris. Fait que, tu sais, t'es dû pour faire autre chose que d'être au concessionnaire. Mais dans le meilleur des mondes, un coup qu'on a présenté le produit, ben là, on rencontre la directrice financière, puis on fait une transaction. OK.
Par contre, là, il va toujours avoir le volet de la commission sur véhicule, les produits financiers. Aujourd'hui, celle-là va être dure à apporter. Mais côté expérience client, ben, on s'est sauvé le livreur parce que dans le fond, le représentant t'a bien expliqué le produit. Tu n'as pas besoin de le réexpliquer. Tu sais, il va aller te donner les clés à ta livraison, mais il n'y a pas besoin de te remontrer tous les gadgets. Il va te plugger ton Bluetooth, mais c'est pas mal tout. Puis il va peut-être te le faire parce qu'il te l'a déjà montré comment. Fait que là, il va te le faire pour une deuxième fois. Fait que, puis il va se souvenir de ce qu'il t'a montré. Si on garde la même personne. Fait que dans le fond, ce que tu as rencontré, c'est le spécialiste en produit qui t'a amené finaliser la transaction avec quelqu'un d'autre qui se trouve à tête le closer qui, en même temps, rajoute les garanties aux produits financiers. Fait que ça serait, me semble, comme expérience client, ça serait l'expérience optimale. Fait que rentre, réceptionniste t'accueille, bonjour, salut, beau sourire, prends un peu d'informations, ton nom, si tu as une fiche, évidemment, sors la fiche. Ensuite, passer directement à un expert en produit. Donc, qui n'est pas là pour vendre rien, qui est là pour vous montrer le produit si tu as besoin d'avoir cette information-là. Ensuite, passe directement à une autre personne qui va s'occuper vraiment du volet transactionnel de A à Z. Exactement. Il me semble que ce serait simple. Oui, non, effectivement. Et ça coupe du monde aussi. Effectivement. La personne qui ben là, après ça, les pay plans peuvent varier, mais la personne qui présente le produit, c'est un taux horaire, ça. T'as besoin des passionnés, t'as pas besoin des... Puis ça enlèverait la crainte quand t'es dans un concessionnaire. Oui, effectivement. Parce que c'est ça que je pense que tous les consommateurs se disent. Puis ça, c'est quelque chose qui revient de podcast en podcast. Là, le principe de la négociation dans un concessionnaire automobile ou dans le monde automobile, ça devrait pas être. C'est un concept qui est vieux comme la terre puis qui devrait plus être là aujourd'hui parce que ça fait que les gens souvent viennent réticents. Mettons, j'ai bien des amis qui me disent moi, j'ai pas envie d'aller magasiner un véhicule, ça me tente pas parce que ça me tente pas de négocier genre avec le gars puis de ce qui est oui, non, tu peux m'enlever 2$. Puis il y a beaucoup de monde qui sont pas à l'aise avec cette partie-là. Maintenant, je t'amènerai à l'occasion parce que la façon qu'on parle, c'est plus vers le neuf. Ben, je trouve. Par contre, dans l'occasion, qu'est-ce qui part avant même d'être rendu? T'sais, on a dit tantôt que la personne de neuf s'est informée avant de se rendre en concession. Dans l'occasion, qu'est-ce qui a pu s'informer? C'est ta fiche. Il a vu ta VDP, qui est la page de description d'un véhicule, puis il a vu l'information que tu avais, la petite description copier-coller qui dit que tu es ouvert le samedi puis tu as du financement troisième chance, que malheureusement, il n'y a pas de détails là-dedans, puis il a vu tes images. Souvent, les défauts vont être cachés. Du véhicule, les imperfections. Appelons-les les imperfections. Je crois vraiment que les imperfections sont à mettre de l'avant. Tantôt, je parlais d'électro ou de gros items. As-tu déjà acheté un électro avec une bosse dessus pour épargner de l'argent? Non. OK. Il y a beaucoup de centres de liquidation dans ce concept-là. Puis tu as une POC sur le bord de ta laveuse. Tu vis avec, mais tu as sauvé 70% sur le prix versus un autre. Ou même, tu as eu un escompte quelconque pour une imperfection. Un véhicule d'occasion, ça a des imperfections. Les véhicules d'occasion ne sont pas parfaits. Sinon, le coût de reconditionnement d'un concessionnaire est beaucoup trop élevé. Mais sont vendus, puis ça, je l'entends souvent de des propriétaires ou des directeurs de mes vendeurs vendent comme un neuf. Mais, OK, mais tu le détailles comme un neuf. Tu le mets dans ton écriture. Le véhicule, il est parfait. T'as caché. Il y a un scratch sur un mag, t'as pas pris photo. Il y avait une petite bosse. Tu sais, des fois, juste à Montréal, là, des bumpers maganés, il y en a. Là. La personne va sortir de ta cour, puis il y a des chances qu'il magane son bumper dans la première demi-heure. Fait que, est-ce qu'on doit toutes les repeindre? Ou on pourrait le vendre comme ça? Fait que, par contre, si c'est pas détaillé, tu l'as mis à vendre, il arrive, puis là, il le voit, ben là, il s'attend à ce que tu y repeins. Mais s'il était disclaimé avant, pendant que tu es sur son site, puis que tu verrais des imperfections. Je pense que la seule problématique que je vois là-dedans, c'est que je pense que les gens ne peuvent pas se permettre de faire ça, même s'ils veulent, parce que tu as un compétiteur qui va vendre à peu près le même char, scratché, avec les photos qui ont de l'air parfaites, mettons, parce que lui, il les aura pas mises en valeur, au même prix. Fait que c'est sûr que le consommateur va aller vers l'autre, parce que puis là, il va arriver sur place, il va être déçu, mais le consommateur va quand même avoir une chance de le rattraper, tandis que l'autre n'aura pas eu le call. Fait que c'est là que, mettons, moi, être concessionnaire, je me disais, je le ferai pas si les autres le font pas, je le ferai pas parce que je vais me faire
tout le temps voler mon lead à chaque fois. Juste tu sais, nous, on gère les Google My Business, on répond aux avis pour des concessionnaires, puis je te garantis qu'il y a énormément de gens qui se déplacent pour venir voir un véhicule d'occasion et sont en tabarnak et repartent chez eux. Puis il y en a qui ont fait 60 km avant, il y en a qui ont fait, puis on les voit, là, dans les avis, là, ils en vomissent une shot là, d'expériences négatives qu'ils ont eues. Si c'était dit ces choses-là, à un moment donné, tu t'en fais une réputation de transparence aussi. Ouais. Je suis totalement d'accord. Puis tu l'écris dedans. Chez nous, tout est transparent. Si bon, tu n'écriras pas zéro frais caché si tu en as, mais tu mets transparence, pas de frais supplémentaires. Le prix que vous voyez, c'est le prix que vous payez. À ce moment-là, tu vas en avoir qui vont se déplacer. Je pense pas que ça va nuire à ta business du tout de le disclaimer. Le plus gros joueur d'un véhicule d'occasion aux États-Unis, c'est Carvana. Quand tu vas sur le site de Carvana, tu vois toutes les imperfections de ces véhicules. Mais ça te permet d'acheter en ligne avec confiance. On veut que les gens aient confiance en nous. Tu sais, là, on l'a vécu durant la pandémie. D'essayer de vendre en ligne, là, c'est pas évident. Parce que, tu le disais, les gens n'ont pas tant confiance. Fait que si on démonte pas les imperfections de ces véhicules, on le réglera jamais. Puis le coût de reconditionnement, des fois, peut être vraiment trop élevé. Tu sais, en dessous du lip, je parlais de bumper tantôt, mais en dessous du lip, quand il est graffiné, là, tu fais quoi avec ça? Faut que tu repeintes le bumper au complet pour quelque chose que quand tu es debout, il paraît pas. Mais le client va le voir un moment donné ou un autre, puis ça va te coûter une peinture. Fait que pour sauver ça, mets-les de l'avant. Des fois, tu disais au même prix, mais souvent, les autos sont pricées étant le moins cher. Parce que c'est une stratégie de se pricer moins cher que les autres. Mais après ça, personne arrive puis il s'attend à ce qu'il soit parfait. Non, je suis le moins cher parce que il y a une bosse en dessous du bumper. Ah, ils veulent une raison que tu sois moins cher que les autres. Tu peux pas juste être moins cher. Ça a l'air d'une crosse si t'es juste moins cher que les autres. Mais si t'es moins cher, mais t'as une bosse en dessous du bumper, peut-être qu'elle me dérange pas cette bosse-là. Puis je vais vouloir ton véhicule. Puis là, je vais savoir, je vais avoir une raison de pourquoi t'étais moins cher. Ah, je suis bien d'accord. Puis ça va. Je pense que c'est. Puis là, je n'aimerais pas de nom, mais je sais qu'il y a des gens dans le qui ont investi beaucoup de sous justement pour faire des excellentes photos à l'interne, des photos qui ont aucun sens. Là. Tu dirais, wow, c'est un shooting qui pourrait être genre sur. Toi, t'es dans les photos, hein? Ouais, exact. Tu vois l'autre aspect. C'est un aspect que je connais. Puis ils ont arrêté de faire ça parce que justement, ils créaient tellement de frustration chez les clients dans le use parce que les gens arrivaient. Puis, c'est pas pantoute le char normal, là. Photo, là ouais, il écrit, mais en photo, il y a de l'air d'un char neuf, il y a de l'air brand new. C'est pour ça que je suis venu ici. Puis finalement, t'arrives là, mais non, il y a 3 marques de scratcher sur 4, puis le bumper, il est magané, puis il y a des stone chips partout sur le devant. Comment ça? Mais pourquoi je suis ici? C'est clairement pas le char que je suis venu voir. Je voulais un char impeccable. Si tu veux un char impeccable, price-les impeccable, puis faut qu'il soit impeccable. Fait que non, je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est un minding d'industrie qui doit changer un peu pour permettre ça, cette transparence-là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient le faire. De mon avis, là, de ce que moi j'entends, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils voudraient prendre plus de photos, prendre plus de choses, mais qui ont peur parce qu'ils se disent j'ai l'autre à côté qui est même scratch, puis il va le mettre au même prix que moi. Mais le client va aller voir lui pensant que ça, fait que je vais perdre mon lead. Puis... Ouais, mais le monde a peur de perdre une vente énormément. Puis, moi, je pense pas c'est d'en perdre, c'est d'en gagner des nouveaux. C'est de gagner la confiance des gens en montrant les choses. Totalement d'accord. En cachant, là, on y arrivera jamais. Puis, tu sais, on veut s'en aller parce que l'ultime track de vente, c'est add to cart. Ouais. Tu sais, ça, c'est quoi la meilleure track de vente, selon moi? Add to cart, check out avec ma carte de crédit, j'arrive, je vois le véhicule, c'est beau. Là, t'as le livreur qui te le montre, t'embarques dedans, puis c'est fini. Là, Ça, c'est l'ultime expérience. Mais on est loin, loin, loin d'être là. Puis, tu sais, on l'a vu là, dans les derniers mois avec les outils de détail direct. Là. Il n'y en a pas. Là. J'ai fait une grosse campagne pour un de nos clients qui a décidé d'envoyer dans un outil de Add to Cart de mettre 10 000 de budget sur quelques semaines. Okay? On le teste. Okay? On est fermé, là, tout le monde, on est fermé. Regarde, on le teste, on drive tout là. Ça a donné 2-3 leads. Ça a donné de la notoriété quand même. On a vu son nom. Il a fini par faire des ventes, mais pas à travers son système. Il n'a pas vendu un auto en ligne. Les gens ne sont pas rendus là aujourd'hui, malheureusement. On aimerait tout ça qu'ils soient. Je pense que l'expérience, exact comme on parlait depuis le début, l'expérience ne permet pas de donner confiance aux consommateurs pour qu'ils soient capables de faire ce step-là que tu parles. Là. Exactement. Fait que
dans l'occasion, il y a un bout à faire qui est assez simple. Tu sais, nous, on l'a rajouté sur notre page de véhicule, notre VDP, une section imperfection, puis on encourage les gens à le décrire. OK. Autant texte que image. Mais ça, après ça, il va falloir qu'ils l'utilisent. Par contre, c'est des choses vers quoi qu'on s'en va, la transparence. Là. Nice. Good. Ben, écoute, Louis, ça commence déjà à faire un bon petit bout qu'on jase. Le temps passe vite. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir partagé justement ta vision sur la traque de vente. J'ai adoré ça. Si vous voulez voir le podcast, il va être disponible sur YouTube, Balado, Spotify, Google Podcast. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir quand les épisodes sortent et voir des extraits, évidemment Facebook, LinkedIn, Instagram, vous pouvez nous suivre un peu partout. Merci encore. Cheers une fois. Félicitations pour ton entreprise aussi. Vraiment belle entreprise, vraiment sharp. Ça vaut la peine d'aller voir. Si vous voulez aller voir, en fait, Nerd Marketing j'imagine qu'ils peuvent te suivre où? Ouais, ben écoute, médias sociaux, nos sites, Nerd Auto, principalement, le monde automobile, le marketing, on fait vraiment du autre qu'automobile, mais toute la partie auto, c'est vraiment nerdauto.ca, notre site. Là. Cool. All right. Merci à tout le monde. Puis, bonne journée.